Julie Buskin, comme on l'appelait, vivait à Oklahoma City, en Oklahoma, en 1996. Julie est née et a grandi à Benton, dans l'Arkansas, et a déménagé en Oklahoma pour étudier à l'Université de l'Oklahoma. Elle travaillait sur le terrain de golf de l'université. Julie était sur le point d'obtenir son diplôme en danse, elle était une danseuse aspirante et, après l'université, elle voulait ouvrir un studio et enseigner la danse aux enfants. Julie était décrite comme populaire et avait beaucoup d'amis à l'école. Elle était aussi très talentueuse. Julie a passé la soirée du 19 décembre 1996 avec son ami Ryan James chez ses grands-parents. Ryan travaillait avec Julie sur le terrain de golf. Après le dîner, ils ont regardé un film et ont prévu de déjeuner ensemble le lendemain. Julie est restée chez les grands-parents de Ryan jusqu'à 10h du soir, puis est allée passer du temps avec certains de ses autres amis. Julie et ses amis ont joué au Monopoly et échangé des cadeaux de Noël chez l'un d'eux. Julie leur a dit au revoir car elle avait prévu de rentrer chez elle le lendemain, son semestre universitaire étant terminé. Sa colocataire, Megan, était aussi là. Julie a promis à Megan qu'elle la conduirait à l'aéroport Will Rogers le lendemain matin à 5 heures précises. Julie et Megan ont décidé de rester éveillées toute la nuit. Elles ont quitté la maison de l'amie et se sont rendues dans un restaurant appelé The Kettle vers 2 heures du matin. Quand elles ont terminé, Julie et Megan sont allées à la station-service, ont rempli le réservoir et se sont acheté un cappuccino. Elles sont retournées à leur appartement peu après 3 heures du matin pour récupérer les affaires de Megan. Un peu plus tard, les deux sont sortis de l'appartement à nouveau et se sont dirigés vers l'aéroport vers 4h30 du matin. Il leur a fallu 30 minutes pour y arriver. Julie a déposé Megan, qui a vu Julie s'éloigner de l'aéroport dans sa Red Eagle Summit. Vers 5h30 du matin, dans les appartements Dublin West où vivait Julie, de nombreux résidents ont entendu une femme crier de terreur. L'un des résidents a appelé le 911 pour signaler ce qu'ils avaient entendu. 911, oui, nous dormions et ma femme a entendu un cri vraiment étrange, comme vraiment horrible, venant du parking de notre complexe d'appartements. Voyez-vous quelque chose dehors? Non, j'ai vraiment peur de sortir. Quelques heures plus tard, Ryan James est arrivé à l'appartement de Julie pour leur rendez-vous de déjeuner prévu. Cependant, Julie n'était nulle part et sa voiture manquait aussi. Ryan a alors signalé sa disparition. Peu de temps après, les parents de Julie sont arrivés à son appartement. Ils ont conduit depuis l'Arkansas pour aider Julie à déménager chez elle. Au lieu de trouver leur fille, ils ont trouvé les policiers qui les ont informés que Julie avait disparu. 12 heures après sa disparition, le corps de Julie Buskin a été retrouvé sur la rive d'un lac à environ 24 km de son appartement. Ses mains étaient attachées derrière son dos avec une paire de lacets et, de la taille vers le haut, elle était dans l'eau. Julie avait reçu une balle dans la tête, de style exécution. La blessure par balle à l'arrière de sa tête était une blessure de contact. Il y avait également des preuves qu'elle avait été agressée. Au lac, les enquêteurs ont trouvé des preuves possibles dans le sable près du corps de Julie. Il y avait 2 ensembles de traces descendant jusqu'au lac et un seul revenant. Un ensemble appartenait à Julie et l'autre était censé appartenir à la personne qui lui a tiré dessus. Après avoir examiné l'empreinte et consulté Nike, il a été déterminé que l'empreinte était compatible avec une chaussure de course Nike Air pour hommes, plus précisément une Nike Air 2, taille 9. À environ 6 mètres du corps de Julie, les enquêteurs ont trouvé un juste-au-corps rose froissé avec les initiales JB sur l'étiquette. Il appartenait à Julie. Le juste-au-corps contenait de l'ADN masculin et a été conservé pour être utilisé plus tard lorsque la technologie de l'ADN serait plus avancée. Une autopsie a confirmé que Julie avait été abattue avec une seule balle de calibre 22. L'arme spécifique utilisée était assez distinctive, mais plus à ce sujet plus tard. Julie Buskin avait de nombreux amis à l'université et les enquêteurs ont entrepris d'en interviewer autant que possible, dans l'espoir que quelqu'un puisse fournir des informations utiles, mais ce ne fut pas le cas. Personne n'avait ouvertement de l'aversion pour Julie, et elle n'avait eu aucune rupture amoureuse, ni rien de ce genre. La police a trouvé l'appartement de Julie en parfait ordre, il n'y avait aucun signe de lutte. Ils ont trouvé la voiture de Julie dans un complexe d'appartements à seulement un pâté de maison de chez elle. Le sable rouge sur le sol de la voiture semblait similaire au sable rouge sur les rives du lac où le corps de Julie a été trouvé. Cela a été vu comme assez étrange par les enquêteurs. Pourquoi quelqu'un kidnapperait-il Julie, la tuerait-il au lac, puis conduirait-il sa voiture presque au même endroit où le kidnapping a eu lieu? Frustrant,
Il n'y avait ni cheveux, ni fibres, ni empreintes étrangères dans la voiture. Il n'y avait pas non plus de preuves de lutte. Le téléphone de Julie avait disparu. Les enquêteurs ont obtenu les relevés de son téléphone mobile pour voir s'il pouvait être utile. Les relevés indiquaient que quelqu'un avait passé 2 appels après qu'elle n'était plus en vie. Un des appels était pour la météo et l'autre vers un numéro qui n'était plus en service à ce moment-là. Malgré les pistes et une récompense de 70 000 $, il n'y a eu aucune avancée significative et l'affaire s'est refroidie pendant un court moment. Puis, 1 mois après la mort de Julie, un homme a appelé la police. Il a dit que la nuit où Julie avait été kidnappée, il avait vu une voiture comme la sienne sortir devant lui et ils avaient failli entrer en collision. C'était près du lac. Le témoin a suivi la voiture de Julie pendant environ 8 km parce qu'il voulait confronter le conducteur. Le conducteur regardait constamment le témoin dans le rétroviseur et a accéléré. Le témoin a aperçu le visage du conducteur et a ensuite été chargé de le décrire aux enquêteurs. Voici le croquis qu'ils ont fait du jeune homme conduisant la voiture de Julie loin du lac. C'était peut-être un étudiant universitaire, peut-être hispanique, avec des cheveux noirs longs et une carrure musclée. Le portrait robot a été diffusé à plusieurs reprises dans les médias locaux de l'Oklahoma. Personne ne l'a reconnu. L'affaire s'est refroidie pendant 4 ans et demi. La police a reçu une lettre d'une détenue de la prison du comté d'Oklahoma. Elle a dit qu'une de ses anciennes connaissances pourrait avoir tué Julie. C'était Dennis Stermer, 23 ans. Stermer était un travailleur de la construction et n'avait pas de casier judiciaire, mais au moment du crime, il vivait à seulement 4 pâtés de maison de l'appartement de Julie et ressemblait au portrait robot. Stermer a refusé de répondre à toute question et ne fournirait pas un échantillon de son ADN. La police a dû obtenir un mandat pour recueillir son ADN. Son profil ADN était très proche de l'échantillon prélevé sur le Just-Au-Corps sur les lieux du crime. Très proche ne signifie pas une correspondance et il n'a pas été considéré comme un suspect. Le seul parent masculin immédiat vivant de Stermer était son frère. Ça devait être lui, n'est-ce pas? Il semblait que l'affaire non résolue de 5 ans allait enfin être résolue. Mais, dans un revirement, l'ADN de son frère ne correspondait pas. Encore une fois, l'affaire s'est refroidie. Malheureusement, les parents de Julie ont dû accepter la possibilité de ne pas vivre assez longtemps pour voir la justice être rendue. Les enquêteurs étaient déterminés à que cela ne se produise pas et ont essentiellement essayé de recueillir l'ADN de tous les hommes avec lesquels Julie avait eu un contact quelconque. Plus de 200 hommes ont été testés, mais personne ne correspondait. Il semblait que l'affaire ne serait jamais résolue. 6 ans après la mort de Julie, un homme nommé Anthony Castillo Sanchez a été arrêté pour avoir agressé sa petite amie. Après l'arrestation, Sanchez a dû fournir un échantillon d'ADN aux autorités pour analyse. Les enquêteurs ont remarqué certains faits intéressants sur le passé de Sanchez. Il vivait à seulement 1,6 km de l'appartement de Julie. Une des petites amies de Sanchez a montré aux enquêteurs son journal du mois où Julie a été tuée. Il y avait une entrée où elle affirmait qu'Anthony lui avait acheté une paire de chaussures de course Nike et s'en était également acheté une paire. Sanchez portait une taille 9. Si ce n'était rien d'autre, cela prouvait que Sanchez possédait une paire de chaussures de la même marque et taille que le criminel. Curieusement, un des ex-petits amis d'Anthony avait un numéro de téléphone qui différait d'un seul chiffre du numéro composé sur le téléphone de Julie après qu'elle ne soit plus en vie. Il était possible que Sanchez ait essayé d'appeler le numéro de son ex-petit ami de mémoire, mais se soit trompé d'un chiffre. Sanchez et son père avaient l'habitude inhabituelle de tirer des balles de calibre 22 dans le mur de la maison qu'ils louaient. Les enquêteurs ont récupéré une balle de la maison. Il a été déterminé que la balle provenait de la même arme utilisée pour tirer sur Julie. Seules 6 entreprises fabriquaient des armes de calibre 22 avec les rayures spécifiques trouvées sur les balles. Enfin, en 2004, l'ADN d'Anthony Sanchez a été comparé à l'ADN masculin trouvé sur le Just-Au-Corps de Julie. Bien sûr, il correspondait. Sanchez avait seulement 18 ans au moment du crime. Il est intéressant de penser que s'il avait composé le bon numéro sur le téléphone de Julie, il aurait été arrêté instantanément. Anthony Castillo Sanchez a été condamné en 2006. Il a été décidé qu'il paierait pour le crime de sa vie. Aussi récemment qu'en mars 2023, Sanchez contestait toujours sa condamnation. Il affirmait que c'était son père qui avait commis le crime et non lui. Son père, Glenn Sanchez, s'est suicidé en avril 2022 et apparemment, il a dit à sa petite amie que c'était lui tout ce temps. Mais les enquêteurs avaient déjà envisagé la possibilité que l'ADN puisse appartenir à Glenn Sanchez et ce n'était pas le cas.
La probabilité que la correspondance soit une erreur est d'1 sur 200 quadrillions pour les Caucasiens, d'1 sur 20 quintillions pour les Afro-Américains et d'1 sur 94 quadrillions pour les Hispaniques du Sud-Ouest, selon les documents judiciaires. Enfin, après tout, Anthony Sanchez a été exécuté le 21 septembre 2023. Murfreesboro, Tennessee, est un endroit aux États-Unis où a eu lieu une bataille très célèbre pendant la guerre civile, la bataille de Stones River. 6 dernières années, Murfreesboro a connu une croissance substantielle avec de nombreuses personnes s'y installant grâce à l'université. En 1984, un crime impliquant une étudiante universitaire a eu lieu et est encore discuté aujourd'hui à Murfreesboro. Le 31 mai 1984, un fermier à Murfreesboro, Tennessee, a fait une découverte surprenante en rentrant chez lui. Le fermier a vu des vêtements éparpillés dans le champ et a décidé de s'approcher. Lorsqu'il l'a fait, il a remarqué qu'il y avait le corps d'une jeune fille sous les vêtements. Elle ne portait qu'un soutien-gorge et était couverte de 2 paires de jeans et d'une veste sombre. La manche de la veste était enroulée autour de son cou. Les enquêteurs ont déterminé que la première paire de jeans était à elle et la deuxième paire était un jean pour homme. Ils ont également trouvé une paire de sous-vêtements serrés dans une de ses mains. Elle a été identifiée comme étant Laura Salmon, 18 ans. Laura est née le 6 octobre 1965 au Tennessee. À ce moment-là, Laura était une étudiante locale à l'Université d'État du Middle Tennessee à Murfreesboro, Tennessee, et travaillait également comme caissière dans un magasin d'alimentation Kroger. L'autopsie a conclu que Laura avait perdu la vie en raison d'un traumatisme crânien. L'arme semblait être les pierres trouvées près de son corps. Le sang sur ces pierres et d'autres matériaux était cohérent avec des coups portés à la tête jusqu'à 10 fois. De plus, lors de l'autopsie, le médecin légiste a constaté que Laura avait eu des relations intimes avec quelqu'un dans les 24 ou 48 heures avant sa mort. Il n'y avait aucune blessure ni preuve de non-consentement. Naturellement, l'une des pistes les plus importantes pour les enquêteurs était la paire de jeans pour hommes trouvée sur le corps de Laura. Les enquêteurs ont trouvé de l'ADN masculin sur les jeans, appartenant à un individu différent de l'homme avec qui Laura avait eu des relations intimes. Cet ADN appartenait probablement au coupable. Malheureusement, les tests ADN étaient encore à leur début et les enquêteurs ne pouvaient rien faire de plus avec l'ADN à part le conserver. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur la création d'une chronologie des événements dans l'espoir que cela les aide à résoudre l'affaire. Laura a commencé sa journée en allant à son travail au magasin d'alimentation Kroger. Les registres ont montré qu'elle avait quitté le magasin vers 1h de l'après-midi. Après cela, elle devait se rendre à un rendez-vous à l'Université d'État du Middle Tennessee pour vérifier ses notes et rencontrer certains membres du personnel du bureau. Elle avait également prévu d'aller nager chez sa grand-mère, mais elle n'y est jamais arrivée ni à l'université. Les enquêteurs ont trouvé la voiture de Laura près du magasin, à des kilomètres de l'endroit où son corps a été trouvé. Ils n'ont trouvé aucune empreinte digitale dans la voiture à part celle de Laura, mais curieusement, ils ont trouvé un cheveu étranger. Celui-ci a été conservé avec les preuves ADN recueillies sur la paire de jeans. Également important, les enquêteurs ont trouvé de la terre dans les puits de roue. Le laboratoire du FBI a déterminé qu'il y avait une forte probabilité que la voiture de Laura ait été sur la route juste à côté de la scène du crime. Cela signifiait que quelqu'un avait pris la vie de Laura, puis conduit sa voiture de retour à son lieu de travail. En plus de faire croire aux enquêteurs que le coupable connaissait Laura, la piste ne fut pas fructueuse. Des témoins se sont présentés et ont situé Laura dans une boîte de nuit locale la veille de sa mort. Les témoins ont dit que Laura dansait avec un jeune homme non identifié, mais les enquêteurs n'ont pas pu le localiser. Le corps de Laura a été trouvé dans une zone qui servait souvent de Lover's Lane pour les lycéens et les étudiants universitaires. Ils allèrent là-bas pour faire la fête, faire des feux de camp et se tra. La théorie est alors devenue que Laura avait rencontré un garçon dans la boîte de nuit après avoir terminé son travail et qu'ils étaient allés au Lover's Lane. Là, Laura a rejeté les avances du garçon inconnu et il lui a ôté la vie. Comme les enquêteurs n'ont pas pu identifier le jeune homme, ils ont parlé au petit ami de lycée de Laura, David Kyle Gillet. Il était connu pour être jaloux, mais il avait un alibi. Son beau-père a dit à la police que David était à la maison toute la journée, le jour où Laura avait perdu la vie, donc il ne pouvait pas être responsable et a été écarté comme suspect. Juste au moment où les enquêteurs n'avaient plus de pistes à suivre, une femme à Nashville, Tennessee,
a appelé la police avec une piste possible. Elle a affirmé avoir été agressée par un homme nommé John Taylor. Pendant l'incident, Taylor lui aurait apparemment dit qu'il lui ferait la même chose qu'il avait faite à Laura. Lorsque la police a interrogé Taylor, il a nié avoir agressé la femme et nié avoir parlé de Laura ou avoir quelque chose à voir avec elle. Une vérification des antécédents a révélé que Taylor fréquentait la même université que Laura. Il était même membre du même club de santé, Olympus Athletic Club and Spa. Taylor assistait également aux mêmes réunions et fonctions de fraternité que Laura. Encore plus pertinent, Taylor se trouvait près de l'université le jour où Laura avait perdu la vie. Taylor avait des antécédents de violence envers ses petites amies ou collègues féminines. Tout cela augmentait ses chances d'être un suspect. Les enquêteurs ont alors fait en sorte que les analystes du FBI comparent les cheveux de Taylor avec le cheveu étranger trouvé dans la voiture de Laura. Ils ont reçu un rapport du FBI indiquant que le cheveu récupéré du véhicule était cohérent avec les cheveux de John Taylor. Affaire classée, n'est-ce pas? Un autre idiot attrapé, mais pas tout à fait. À cette époque, les tests ADN mitochondriaux des cheveux humains étaient encore à quelques années d'existence. Le cheveu aurait pu appartenir à 20% de la population. Cela, bien sûr, n'était pas suffisant pour arrêter Taylor, bien que cela semble être une affaire classée. Il y aurait quelques rebondissements supplémentaires dans cette affaire. Les enquêteurs n'ont rien trouvé pour le lier à la scène du crime, ni pour confirmer qu'il était avec Laura ce jour-là. La paire de jeans pour homme trouvée sur les lieux du crime avait une longueur d'entrejambe de 91 cm et demi et une taille de 76 cm. Taylor était un homme petit et les jeans ne lui auraient pas convenu. Les enquêteurs n'avaient d'autre choix que de continuer avec d'autres suspects. Au fil des ans, ils ont enquêté sur plus de 100 suspects, mais rien n'a abouti. La mère de Laura, Laureen Mackay, a fait une promesse à Laura sur sa tombe. Elle a promis à Laura qu'elle s'assurerait que justice soit rendue. Laureen ne savait pas vraiment comment elle tiendrait cette promesse, mais elle a décidé que c'était la dernière chose qu'elle pouvait faire pour Laura. De nombreuses années ont passé avant que de l'aide n'arrive enfin. Dan Goodwin était l'un des amis de Laura à l'université. Il est sorti avec elle quelques nuits avant sa mort. Dan lui a demandé si elle voulait aller au cinéma et ils ont fini par aller au cinéma le 27 mai 1984 où ils ont regardé une séance de l'après-midi de The Natural avec Robert Redford. Aux funérailles de Laura, Dan a promis à sa mère qu'il aiderait à trouver le coupable. Après avoir obtenu son diplôme, Dan est devenu journaliste pour un journal, le Daily News Journal à Murfreesboro, Tennessee. Là, il est devenu le reporter de police et a écrit sur une série de dossiers non résolus en 1987, y compris l'affaire de Laura. Dan savait qu'il était plus intéressé par le travail de la police réelle que par le simple fait d'écrire à ce sujet. Plusieurs années plus tard, Dan a quitté le journalisme et est devenu officier de police. Le premier dossier non résolu qui lui a été assigné était celui de Laura Salmon. L'une des premières choses que Dan a faites a été d'envoyer toutes les preuves de nouveau au laboratoire médico-légal pour analyse. La technologie de l'ADN avait énormément progressé et des tests entièrement nouveaux ont été réalisés. Pendant que cela se passait, Dan a suivi d'autres pistes, dont une qui est venue d'un lycéen. En l'an 2000, un étudiant du lycée Auckland parlait de l'affaire Laura Salmon. L'étudiant a dit à tout le monde que son père avait tué une fille en 1984 et avait jeté son corps. Le père de l'étudiant était David Patterson. Il avait des antécédents criminels pour agression aggravée. Malheureusement, lorsque Dan a voulu parler à Patterson, il a découvert que Patterson n'était plus en vie. Il avait été mortellement blessé par balle. Dan, bien sûr, a décidé de continuer à suivre la piste. Ils ont obtenu l'ADN des enfants de Patterson et l'ont comparé à l'ADN masculin trouvé sur les lieux du crime. Ce n'était pas une correspondance et il a été écarté comme suspect. Dan est ensuite revenu à John Taylor, qui avait initialement été suspecté dans l'affaire. Son ADN ne correspondait pas non plus. Au cas où vous vous poseriez la question, Dan a également fourni un échantillon d'ADN et il a été confirmé qu'il n'était pas responsable. Dan a alors concentré son attention sur un homme qui était passé inaperçu dans l'enquête initiale. Le nom qui a attiré son attention était David Gilley. Comme mentionné précédemment, David était le petit ami de lycée de Laura, un an plus jeune qu'elle. Il avait été écarté initialement en raison de l'alibi fourni par son beau-père. Cependant, Dan a trouvé qu'un témoin s'était présenté et avait directement contredit cet alibi. Le témoin a vu David Gilley conduire la voiture de Laura le jour où son corps a été trouvé. Il l'a vu non loin de la route menant à la zone où Laura a été trouvée.
Selon le témoin, David avait une expression vide sur le visage et regardait droit devant lui. Il a pu l'identifier à partir d'une série de photos ainsi que la voiture de Laura. Dan a également constaté la tendance de David Gillet à la violence envers les femmes dans sa vie, y compris Laura Salmon. Parfois, il se mettait en colère contre elle, la saisissait par la tête et lui cognait la tête contre les voitures, les casiers de l'école ou tout ce qui se trouvait à proximité. Il la frappait même parfois. À une occasion, il lui a cassé 2 de ses dents de devant. Dan ne pouvait pas croire que David Gillet avait été écarté si rapidement lors de l'enquête initiale. David mesurait environ 1,88 m et les jeans pour homme trouvés sur les lieux du crime lui auraient parfaitement convenu. Dan a ensuite obtenu l'aide de Jerry Finlay dans l'affaire. Il est un reconstitueur de scènes de crime. Jerry a trouvé de petites éclaboussures de sang sur les jeans, qui étaient des éclaboussures d'impact à vitesse moyenne. Ce type d'éclaboussure se produit généralement lorsqu'une personne est frappée avec un objet contondant, comme une pierre. La plupart des taches de sang étaient juste au-dessus du genou. Cela indiquait que le coupable était à genoux sur le sol en frappant Laura avec les pierres. Toutes ces preuves n'ont fait que confirmer aux enquêteurs que la paire de jeans pour homme appartenait à la personne qui avait ôté la vie à Laura. On le croyait déjà, mais les tests ADN ont confirmé que le sang sur les jeans appartenait à Laura. Dan a ensuite retrouvé David Gillet en Floride. À ce moment-là, Gillet avait divorcé 2 fois et travaillait pour le département des travaux publics du comté de Manatee. Sans surprise, il avait des antécédents criminels. Gillet avait des arrestations pour agression, tentative de volume et résistance à l'autorité. Lorsque Dan a interrogé Gillet, il a de nouveau nié toute participation et a dit qu'il n'était pas responsable de ce qui était arrivé à Laura. Dans un étrange retournement de situation, Gillet a admis que les jeans lui appartenaient probablement. Lorsque les enquêteurs lui ont dit qu'ils croyaient que le propriétaire des jeans était le coupable, il a rapidement demandé un avocat. Les enquêteurs ont ensuite obtenu un échantillon de salive de David Gillet. Le 31 mai 2000, les tests ADN ont prouvé que Gillet était le donneur de l'ADN trouvé sur les lieux du crime et par conséquent responsable de la mort de Laura. À l'anniversaire des 16 ans du crime, David Gillet a finalement été arrêté. Dan, l'homme, a tenu sa promesse d'aider la mère de Laura à résoudre l'affaire et la mère de Laura a tenu sa promesse à Laura de voir la justice rendue. On pense que le motif était la jalousie. Si Gillet ne pouvait pas avoir Laura, il croyait que personne d'autre ne le pourrait. Lorsqu'elle est allée à l'université et qu'il était encore au lycée, elle a fait de nouveaux amis et cela ne lui a pas plu. Il la harcelait souvent. La mère de Laura a essayé de convaincre Laura d'obtenir une ordonnance restrictive contre Gillet, mais elle avait trop peur. Les enquêteurs ont cru que Gillet avait d'une manière ou d'une autre persuadé Laura d'aller dans le désert de Lover's Lane, où il l'a frappée à plusieurs reprises à la tête avec des pierres. Après avoir vu du sang sur ses jeans, Gillet les a enlevés et les a laissés sur les lieux du crime. Il a ensuite conduit la voiture de Laura jusqu'à son lieu de travail, où elle serait trouvée plus tard. En septembre 2006, David Gillet a été jugé. La défense a affirmé que la présence de l'ADN d'un autre homme était la preuve que quelqu'un d'autre était sur les lieux du crime. Le jury n'a jamais cru que tout autre ADN sur les lieux du crime appartenait au véritable coupable. Gillet a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui et a été condamné à la prison à vie. Narborough est un village extrêmement sûr dans le Leicestershire, en Angleterre, connu pour un seul crime qui a eu lieu en 1983. Linda Mann, 15 ans, vivait à Narborough et fréquentait l'école Ludlow Grammar School and Community College. Elle était la sœur cadette de Susan Mann, 2 ans plus âgée qu'elle, et toutes deux étaient les filles de Kathleen Mann, qui a déménagé à Narborough après son divorce. Kathleen s'est mariée avec Edward Eastwood en 1980, quand Susan avait 14 ans et Linda 12 ans. Linda était décrite comme une adolescente typique, tranquille mais populaire. Elle aimait l'école et profitait de ses amis. C'était une fille aventureuse qui aimait tout ce qui concernait la croissance, la musique, les coiffures, le maquillage et les vêtements. Si elle manquait d'argent pour ses vêtements, Linda faisait du babysitting pour gagner de l'argent et confectionnait ses propres robes. Le 21 novembre 1983, Linda est partie chez une amie mais n'est jamais arrivée. Elle avait promis à Kathleen et Edward qu'elle serait rentrée avant 10 heures du soir. À minuit, Linda n'était toujours pas rentrée et ses parents, désespérés, ont appelé la police. Ils ont cherché toute la nuit et à 7h20 du matin,
un concierge de l'hôpital a découvert son corps en se rendant au travail. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un mannequin. Linda avait été agressée et étranglée. On lui avait retiré son jean et le reste de ses vêtements était éparpillé. Elle avait une écharpe autour du cou qui avait été utilisée pour l'étrangler. La communauté de Narborough était horrifiée en apprenant le crime et il a été conseillé aux jeunes filles de marcher en groupe par la suite. Les enquêteurs ont fouillé la zone immédiate autour de la scène du crime mais n'ont rien trouvé d'utile. À quelques centaines de mètres du lieu du crime se trouvait un hôpital psychiatrique local et certains ont pensé que le coupable pourrait être un patient de l'hôpital, mais aucune preuve n'a été trouvée à ce sujet. Lors de l'autopsie, de l'ADN masculin a été recueilli sur le corps de Linda et il a été déterminé que l'individu avait du sang de type A, ce qui signifiait qu'environ 10% de la population masculine adulte en Angleterre pourrait être responsable. Un échantillon de sang d'Edward a été prélevé et il a été constaté qu'il n'appartenait pas au même groupe sanguin que le meurtrier de Linda. Un groupe d'enquêteurs est allé de maison en maison pour voir s'ils pouvaient recueillir des informations. D'autres enquêteurs ont dressé une liste de tous les criminels ayant commis des crimes similaires dans le Leicestershire et les ont tous interrogés. Ils ont reçu un appel concernant un jeune homme avec des cheveux en pointe qui avait été vu autour de 8 heures du soir près de l'endroit où le corps de Linda a été trouvé, mais il n'a jamais été identifié. Pendant 3 longues années, les enquêteurs ont tenté de trouver le coupable. C'est alors qu'en 1986, une autre tragédie a eu lieu. Dawn Ashworth, 15 ans, vivait à Enderby, Leicestershire, avec ses parents et son frère Andrew. Dawn était talentueuse en dessin et avait un emploi à temps partiel dans un kiosque à journaux à Enderby. Le 31 juillet 1986, Dawn a quitté son travail à 4 heures de l'après-midi et s'est dirigée chez une amie à Narborough. Elle devait être rentrée à 7 heures du soir. Elle a été vue pour la dernière fois à 4h40 de l'après-midi par des automobilistes passant par King Edward Avenue. À 7h30 du soir, sans nouvelles de Dawn, ses parents se sont inquiétés. Ils ont conduit jusqu'à Narborough, mais ne l'ont pas trouvée. À 9h40 du soir, ils ont appelé la police. Ils ne pouvaient s'empêcher de penser à Linda Mann et espérer que leur fille ne subirait pas le même sort. Quelques jours plus tard, les policiers cherchant Dawn ont trouvé son corps dans un champ à côté de 10 Pound Lane. Elle avait été agressée et étranglée. L'ADN masculin recueilli sur le corps de Dawn a révélé que l'attaquant avait le même groupe sanguin que l'homme qui avait tué Linda Mann. Ce n'était pas la seule similitude. Les 2 crimes avaient eu lieu sur des sentiers. Les 2 filles étaient des adolescentes marchant seules et avaient été trouvées dans des circonstances similaires. Linda et Dawn fréquentaient la même école, Lutterworth Grammar School and Community College. Au bout de 10 Pound Lane, la police a stationné une unité mobile d'incident pour recueillir des informations des voisins et des passants. La police a reçu environ 200 appels téléphoniques et des dizaines de personnes ont visité l'unité mobile. La piste la plus prometteuse concernait une moto qui avait été vue stationnée sous le pont de l'autoroute. Il y a eu plusieurs rapports d'un jeune homme avec un casque rouge observé dans la région autour de 5 heures de l'après-midi le jour du crime. Le 1er août, le jour après que la disparition de Dawn ait été signalée, mais un jour avant que son corps ne soit trouvé, une femme policière et un détective ont vu un jeune homme sur une moto rouge avec un casque rouge manifestant de l'intérêt pour la recherche. Un agent de police de service de sécurité a été abordé par un aide-cuisinier de 17 ans de l'hôpital Carlton Hayes, l'hôpital psychiatrique près du lieu où les corps de Linda et Dawn ont été trouvés. L'aide-cuisinier a dit à l'agent qu'il avait vu Dawn marcher le jour où elle a disparu. L'agent a arrangé pour lui parler plus tard et obtenir plus d'informations. Avant qu'il ne puisse lui reparler, une information précieuse a été donnée à l'unité d'incident. Cette information venait de l'ami de l'aide-cuisinier, qui travaillait également à l'hôpital Carlton Hayes. Cet ami était en vacances le jour où Dawn a disparu, mais il est venu à l'hôpital pour récupérer son salaire. L'aide-cuisinier l'a visité à 10 heures du soir et lui a dit avec excitation que le corps de Dawn avait été trouvé dans une haie près d'une porte à côté du pont de la M1. Le père de l'ami a entendu la conversation et a demandé à l'aide-cuisinier d'où il tenait son information, car rien à ce sujet n'avait été diffusé à la télévision. « Quelqu'un me l'a dit », a dit mystérieusement l'aide-cuisinier. Son corps pendait à un arbre. Le corps de Dawn ne pendait pas à un arbre, mais était caché sous des branches d'arbres et d'autres débris. Elle a été trouvée dans une porte d'accès menant de 10 Pound Lane au champ, à seulement 10 minutes de marche du pont de la M1.
Comment l'aide cuisinier connaissait-il tous les détails sur l'endroit où se trouvait le corps de Dawn plus de 12 heures avant que la police ne la trouve? Après que les enquêteurs eurent connaissance de toutes ces informations, ils se sont rendus chez lui pour l'arrêter. L'aide cuisinier s'appelait Richard Buckland. Buckland a été conduit au poste de police de Wixton pour être interrogé. Buckland a fait des déclarations incohérentes aux enquêteurs, mais a admis avoir vu Dawn le jour de sa disparition et lui avoir parlé. À un moment donné, il a tout avoué puis s'est rapidement rétracté. Lors de la 3e entrevue avec lui, Buckland a fait une confession détaillée. Il a pu donner de nombreux détails sur la scène du crime qui n'était pas publique à ce moment-là. Avant que Richard Buckland ne soit jugé, Dawn Ashworth a été enterrée 4 semaines après avoir été enlevée d'un sentier du village. Elle a été enterrée dans un petit cimetière derrière l'église Saint-Jean-Baptiste à Enderby. Le vicaire l'a décrite comme une jeune fille brillante, charmante et vive, obéissante envers ses parents, loyale envers sa famille et pleine de joie de vivre. 200 personnes ont assisté au cimetière derrière l'église en pierre pour dire adieu à Dawn. Les enquêteurs construisaient toujours leur dossier contre Richard Buckland et ont entendu parler de quelque chose appelé test ADN. Ils étaient déjà convaincus qu'il avait tué Dawn et probablement aussi Linda Mann, mais ils ont décidé d'essayer cette nouvelle technologie. Toutes les preuves ADN des 2 scènes de crime ont été envoyées à un jeune généticien qui travaillait à l'université de Leicester et prétendait avoir découvert quelque chose de merveilleux appelé empreinte génétique. Le généticien était le docteur Alec Jeffries. Le docteur Jeffries n'était pas sûr de savoir comment il pourrait faire ce que les enquêteurs voulaient qu'il fasse, car ce type d'analyse n'avait jamais été fait auparavant. Le docteur Jeffries a d'abord utilisé sa technique pour résoudre une affaire d'immigration puis un litige de paternité. Ce serait la première fois que cette nouvelle technologie serait utilisée dans une affaire criminelle pour révéler l'identité d'un coupable. À la surprise générale, lorsque les résultats des tests ADN sont arrivés, ils ont montré que Buckland était innocent et n'avait pas tué Linda. Encore plus surprenant, il n'avait pas non plus tué Dawn. Cependant, les tests du Dr Jeffries ont permis de déterminer que les enquêteurs avaient au moins raison sur une chose. C'était le même homme responsable des 2 crimes. Richard Buckland a été libéré et est devenu la première personne à être exonérée grâce à l'utilisation du profil ADN. L'inspecteur Derek Pierce a ensuite pris le contrôle de l'enquête. Pierce a lu 1800 messages venant du public. L'un des messages concernait un homme dont le nom était apparu dans l'enquête sur Linda Mann parce qu'il n'avait pas d'alibi et avait des antécédents d'exhibitionnisme. Bien sûr, des centaines de noms avaient été donnés anonymement par des épouses, des amants, des rivaux, des voisins, et beaucoup de ces noms appartenaient à des personnes ayant des antécédents d'indécence. Cette affaire ne méritait pas une attention particulière car lors de l'enquête précédente, il avait été prouvé qu'il ne s'était pas installé dans le village avant 1 mois après le meurtre de Linda. Le message que la police a reçu disait « Vous devriez jeter un coup d'œil à un homme à Littlethorpe appelé Colin Pitchfork ». Avec tant d'hommes sans alibi dans la région, les enquêteurs ont eu une nouvelle idée. Ils ont décidé de voir ce que l'ADN pouvait faire et ont décidé que tous les hommes sans alibi résidant dans les villages entre 17 et 34 ans seraient invités à fournir des échantillons de sang et de salive volontairement. Cela a été annoncé au public le 2 janvier 1987. Derek Pierce ne croyait pas que le coupable se porterait simplement volontaire. Il a dit « Nous espérons juste que d'une manière ou d'une autre, cela le fera sortir de l'ombre ». À la fin de janvier, 1000 hommes avaient été testés et seulement 1/4 de ce nombre avait été éliminé. Le laboratoire médico-légal était débordé et il semblait certain que les tests allaient prendre plus de temps que les 2 mois estimés initialement. En mai, 3653 hommes avaient été testés, mais seulement 2000 avaient été éliminés en raison de la charge de travail sous laquelle travaillaient les techniciens de laboratoire. Ensuite, le 18 septembre 1987, la police a reçu l'appel qu'ils attendaient. Une femme a appelé et a dit qu'elle avait entendu une conversation inquiétante entre un groupe d'amis au pub Clarendon à Leicester. Un des hommes, Ian Kelly, parlait à voix haute de la façon dont il avait fait le test sanguin pour l'enquête au nom d'un ami, Colin Pitchfork. Les enquêteurs ont examiné le dossier de Pitchfork et ont vu son histoire d'exhibitionnisme. Ils ont également vu que sa signature, lors des visites à domicile, ne correspondait pas à la signature qu'il avait donnée le jour où il aurait fait le test sanguin. Il était marié à Carol Pitchfork, travaillait dans une boulangerie, et Pitchfork était connu comme un coureur de jupons et avait plusieurs aventures. Le 19 septembre 1987, Derek Pierce s'est rendu chez Ian Kelly pour lui poser quelques questions.
Ian était également boulanger et travaillait avec Colin Pitchfork. Ian a d'abord nié avoir fait le test sanguin pour Pitchfork, mais l'a ensuite admis. Ian a raconté à Pierce ce que Pitchfork lui avait dit. Pitchfork avait dit qu'il craignait que la police suppose qu'il était responsable de ce qui était arrivé à Linda et Dawn en se basant sur son histoire d'exhibitionnisme. Pitchfork était un maître manipulateur et avait convaincu Ian de se rendre à l'unité mobile d'incident et de faire le test sanguin en son nom. Plus tard, ce jour-là, un groupe d'enquêteurs s'est rendu chez Pitchfork. Le détective Mick Thomas lui a dit directement « D'après les enquêtes que nous avons menées, nous pensons que vous êtes responsable de la mort de Dawn Ashworth le 31 juillet 1986. Nous croyons qu'un autre homme a donné un échantillon de sang pour vous. Je vous arrête. Comprenez-vous ? Colin Pitchfork n'a pas nié. Son visage disait tout. Il savait qu'il avait été attrapé. Il a même expliqué qu'il avait introduit une photo d'Ian Kelly dans son passeport pour que les enquêteurs ne soupçonnent rien. Lorsque Carol Pitchfork est entrée dans la pièce, il lui a été expliqué ce qui se passait et elle a immédiatement commencé à donner des coups de pied et à frapper son mari. Compréhensiblement, les enquêteurs ont été lents à l'arrêter. Au poste de police, Pitchfork a d'abord expliqué ce qu'il avait fait à Linda Mann. Il a dit qu'il prévoyait de se montrer à elle, mais que c'était devenu autre chose quand il s'est rendu compte qu'elle le reconnaîtrait. Un jour après avoir commis le crime, Pitchfork est retourné à sa voiture où son bébé et celui de Carol étaient attachés à leur siège et est rentré chez lui. Ensuite, Pitchfork a raconté aux enquêteurs ce qu'il avait fait à Dawn Ashworth. Les deux crimes se sont déroulés de la même manière. Il a dit aux enquêteurs qu'il savait ce qu'il faisait, mais ne pouvait pas s'arrêter. Pitchfork a également dit qu'il avait tenté de tuer Ian Kelly plusieurs fois pour s'assurer qu'il ne parle jamais, mais ses plans ont toujours échoué. Le 22 janvier 1988, Colin Pitchfork, 28 ans, a été jugé à la couronne de Leicester. D'abord, Ian Kelly a été condamné à 18 mois de prison, avec sursis de 2 ans, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas à purger sa peine. Quand Ian est sorti de la salle d'audience, il a affronté les médias. « J'ai eu tort de faire ce que j'ai fait. Je regrette d'avoir causé des désagréments à quiconque. » Colin Pitchfork portait des vêtements d'été, un jean et une chemise à manches courtes. Il a plaidé coupable des meurtres de Linda Mann et Dawn Ashworth. Il a été condamné à une double peine de prison à vie pour ces crimes. À la stupéfaction des enquêteurs, le juge n'a pas donné de recommandation pour une peine minimale. Sans telle recommandation, la réclusion à perpétuité en Grande-Bretagne était similaire à celle des États-Unis, ce qui signifiait que Colin Pitchfork pourrait être libéré dans 10 ou 12 ans. La police était indignée. Le beau-père de Linda Mann, Eddie Eastwood, a dit « Pitchfork m'a regardé dans les yeux, il m'a juste regardé comme pour dire « Eh bien, qu'est-ce que tu as ?» Je ne pouvais pas comprendre, il avait presque l'air humain. La mère de Linda, Kathleen, a dit « C'était le choc de le voir. Je n'ai pas regardé quand l'avocat a passé ses photos de Linda au banc, ses photos de son apparence quand ils l'ont trouvée. » La couverture est tombée et le public a haleté en voyant les photos. Mon frère les a vues et a pleuré. Heureusement que je n'ai pas regardé. Il ne devrait pas être autorisé à marcher dans les rues à nouveau. Il devrait être pendu. Avec cette nouvelle empreinte génétique ADN, il n'y a aucune possibilité qu'une personne soit ultérieurement prouvée innocente après avoir été pendue. Il n'y a plus d'excuses. Quand tout s'est calmé, les enquêteurs faisaient toujours face à la question de savoir pourquoi Richard Buckland connaissait tant de détails sur la scène du crime de Dawn Ashworth. Il croit qu'il est tombé sur son corps en se rendant au travail. Il a souvent été décrit comme l'idiot du village et on pense que cela a influencé sa confession. Les CA de Linda Mann et Dawn Ashworth sont considérés comme une grande raison pour laquelle la technologie de l'ADN a tant progressé aujourd'hui. Des milliers d'affaires non résolues ont été résolues grâce au docteur Alec Jeffries. Debbie et Dudley Davis sont nés à Lynchburg, en Virginie, le 15 juillet 1952. Après l'école, Debbie a eu un bref mariage qui s'est terminé par un divorce. Elle a ensuite suivi sa cousine Judy Fisk à Richmond, en Virginie, et a emménagé dans un appartement sur Devonshire Street, dans le quartier de Westover Hills. Debbie a commencé à travailler comme responsable de compte pour Style Weekly en 1985, un média basé à Richmond.
Debbie était une fan de la culture pop qui aimait les disques de Bruce Springsteen et avait été figurante dans le film de HBO Finnegan Begin Again. Elle était également une lectrice passionnée de romans policiers et travaillait quelques nuits par semaine à la librairie Walden du centre commercial Cloverleaf dans le comté de Chesterfield. La nuit du 18 septembre 1987, Debbie et sa collègue Diana Hoff ont fait un voyage à Virginia Beach pour assister à un spectacle de Dana Carvey. Après le spectacle, Diana a déposé Debbie à son appartement et a attendu qu'elle entre avant de partir. Diana ignorait que ce serait la dernière fois qu'elle verrait Debbie. Le lendemain matin, un homme nommé Arnold Ellis a vu une voiture Renault Alliance garée devant chez lui. Il a remarqué que le moteur était en marche, les clés dans le contact, mais sans trace du conducteur. Arnold Ellis a appelé la police et les agents ont déterminé que la voiture appartenait à Debbie Davis, qui vivait à une rue d'Arnold. Un policier a frappé à la porte de Debbie, mais n'a obtenu aucune réponse. Une voisine âgée a donné une clé à l'agent et en entrant, il a trouvé le corps de Debbie face contre terre sur son lit. Elle était nue de la taille vers le haut, ne portant que des shorts en jean coupé. Son bras droit était attaché derrière son dos avec des lacets de bottes épais et son bras gauche était attaché sous elle. Le coupable avait enroulé fermement une chaussette noire autour de son cou. Debbie avait été étranglée et agressée. Les enquêteurs ont découvert que le coupable avait volé un fauteuil à bascule sur un porche voisin et l'avait placé près de la fenêtre de la cuisine de Debbie pour entrer. À côté du lit de Debbie, sur sa table de chevet, il y avait un roman policier qu'elle lisait, intitulé « Presumed Innocent », qui traitait d'une femme attachée puis assassinée. Les enquêteurs savaient que le coupable était intelligent et probablement expérimenté. Il n'avait laissé aucune empreinte digitale, aucun témoin, et selon les enquêteurs, rien n'avait été volé. Le détective Ray Williams a déclaré « Très rarement un criminel cause-t-il autant de dégâts et passe-t-il autant de temps avec sa victime sans laisser un tas d'indices, mais il n'a rien laissé. » Lorna Wyckoff, la fondatrice de Style Weekly, a offert une récompense de $10 000 pour toute information menant à une arrestation. Les enquêteurs ont examiné les personnes dans la vie de Debbie pour voir si quelqu'un ressortait, mais ils n'ont rien trouvé. Debbie menait une vie tranquille, ne fréquentait personne, n'avait pas vu son ex-mari depuis des années, ne consommait pas de drogue et ne fréquentait pas les bars. Seulement 2 semaines après le meurtre de Debbie, la tragédie a de nouveau frappé à Richmond, en Virginie. Susan Elizabeth Helams est née le 6 février 1955 à Charleston, en Caroline du Sud. Elle a déménagé à Richmond pour travailler dans sa résidence en neurochirurgie au Collège médical de Virginie. Susan s'est mariée avec Marcel Slagg et ils ont acheté une maison dans le quartier tranquille de Woodland Heights à Richmond. Le 3 octobre 1987, Marcel est rentré chez lui à 1h45 du matin. En entrant, il a entendu Susan bouger à l'étage. Marcel savait qu'elle avait travaillé tard et pensait l'avoir peut-être réveillée. Il a pris une douche rapide et est entré furtivement dans leur chambre sombre. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il a distingué une scène d'horreur. Le corps partiellement nu de sa femme, étendu à moitié sorti du placard de la chambre, avec une ceinture en cuir rouge autour du cou. Les mains de Susan étaient attachées fermement derrière son dos avec un câble prolongateur et une cravate. Comme Debbie, Susan avait été agressée et étranglée. Marcel a vu que la fenêtre de la chambre était complètement ouverte. Leur maison était à moins d'1,5 kilomètre de celle de Debbie Davis. Le détective Ray Williams était de service cette nuit-là et a été assigné aux 2 affaires. Williams a déclaré que le coupable était encore dans la maison lorsque Marcel est arrivé. Il a entendu quelqu'un à l'étage. Cela ne pouvait pas être Susan, elle était déjà morte. Sur le balcon, à l'extérieur de la fenêtre, les enquêteurs ont trouvé un pot de vaseline ouvert laissé par le coupable. Ils ont retracé son achat jusqu'à un magasin adjacent au centre commercial Cloverleaf voisin, mais la piste n'a rien donné. Réaliser qu'il y avait un criminel en série dans leur communauté a rempli les gens de peur et ils ont exigé des actions de la part de la police. Williams a travaillé sans relâche pendant des jours et a finalement trouvé une piste potentiellement utile. En examinant les dossiers financiers de la librairie Walden du centre commercial Cloverleaf, où Debbie travaillait à temps partiel, il a trouvé un chèque écrit par Susan et endossé au dos par Debbie. Williams n'était pas sûr s'il s'agissait d'une simple coïncidence ou d'un lien possible entre les 2 crimes. Alors que le détective Williams réfléchissait à cette question, un autre crime horrible s'est produit dans la région de Richmond.
Diane Cho est née en Corée en 1972 et sa famille a émigré aux États-Unis en 1984. En 1987, Diane avait 15 ans et était élève de première année à la Manchester High School. Elle était très intelligente et s'occupait pratiquement de tout pour ses parents, qui parlaient à peine anglais. En octobre 1987, Diane a raconté à une amie un rêve récurrent troublant qu'elle avait. Diane rêvait d'un homme inconnu qui la suivait. Elle a également dit à ses amis à l'école qu'elle voyait parfois cet homme inconnu de ses rêves au centre commercial. Une nuit de novembre 1987, Diane est allée au cinéma du centre commercial Cloverleaf avec une amie. Elles ont acheté des billets pour The Princess Bride. Ensuite, Diane a commencé à trembler de peur et à montrer du doigt son harceleur qui les regardait depuis le parking. La famille de Diane venait à peine de s'installer à Richmond depuis 5 mois où ses parents travaillaient de longues heures dans un magasin de proximité près de l'université du Commonwealth de Virginie. On ne sait pas si Diane a jamais raconté à ses parents la rencontre avec l'homme inconnu au centre commercial Cloverleaf. La nuit du 21 novembre 1987, les parents de Diane sont arrivés à la maison de leur appartement vers 9h du soir. La mère de Diane lui a coupé les cheveux et, en allant se coucher vers minuit, ils ont entendu Diane écrire un devoir en anglais dans sa chambre de l'autre côté du couloir. Le lendemain, les parents de Diane ont appelé à la maison vers 2h de l'après-midi pour rappeler à leurs enfants de se préparer pour un service religieux l'après-midi. Le frère de 12 ans de Diane, Roman, a répondu au téléphone. Diane dormait encore et il ne voulait pas la réveiller et la mettre en colère. Les parents de Diane sont rentrés chez eux environ 1 heure plus tard et sa mère est allée directement dans la chambre de Diane et a ouvert la porte. La mère de Diane a alors crié très fort. Diane était attachée avec une corde, avait été étranglée et agressée et la fenêtre de sa chambre était ouverte. Vous pouvez clairement voir le schéma de tous les crimes. Cela se reproduirait une 4e fois. Sue Tucker, 44 ans, vivait dans le comté d'Arlington, en Virginie, en novembre 1987. Elle était rédactrice en chef d'un magazine du département de l'agriculture. Son mari, Reg Tucker, était un ancien photographe des écoles publiques du comté de Fairfax. Reg avait pris un emploi de professeur de photographie dans son pays natal, le pays de Galles, au début de 1987. Sue préparait la maison du couple pour la vente et terminait ses projets au travail, car elle prévoyait de rejoindre son mari au pays de Galles. Ironiquement, il voulait émigrer en raison de l'augmentation de la violence aux États-Unis et était préoccupé par la criminalité. Une voisine du couple, Audrey Cizelove, n'avait pas pu contacter Sue pendant quelques jours et avait remarqué que la fenêtre de la chambre de Sue était restée ouverte pendant plusieurs jours. Lorsque Audrey a essayé d'entrer dans la maison pour vérifier l'état de son amie, elle a perçu une odeur de viande en décomposition. Elle a appelé la police, qui est arrivée et a trouvé le corps en décomposition avancée dessus, allongé sur son lit. Elle était fermement attachée avec des cordes en nylon, étranglée et agressée. Il n'y avait aucune empreinte digitale. Le coupable était entré par une petite fenêtre de la buanderie du sous-sol. Avant de partir, il avait pris le temps de se préparer un encas et avait laissé une orange à moitié mangée sur la table à manger des Tucker. Pendant que les enquêteurs étaient à l'intérieur de la maison, le téléphone a sonné. C'était Reg Tucker, qui essayait de contacter Sue depuis plusieurs jours. Les officiers de police ont dû lui annoncer la terrible nouvelle. Les enquêteurs du comté d'Arlington assignés à l'affaire ont rapidement réalisé que le crime ressemblait étrangement à celui qui s'était produit en janvier 1984. À cette époque, Caroline Hamm, une avocate de 32 ans, avait été assassinée. Son corps avait été retrouvé non loin de la maison de Sue Tucker. David Vasquez, un employé de la restauration rapide avec un faible QI, avait avoué ce crime et purgeait une peine de 35 ans de prison pour cela. Si Vasquez était en prison, pourquoi des crimes identiques étaient-ils commis presque 4 ans plus tard? Le détective Joe Orgis du comté d'Arlington était l'enquêteur principal de l'affaire Sue Tucker. Il s'est rendu à la prison pour interviewer David Vasquez, car le modus operandi était le même. Les mains attachées derrière le dos, une corde autour du cou, et les 2 victimes avaient été agressées. Après l'interview, il était clair pour le détective que Vasquez n'était pas du tout impliqué dans ce qui était arrivé à Sue. Pendant que les enquêteurs du comté d'Arlington et de Richmond enquêtaient sur leurs affaires respectives, ils ont remarqué une chose. Tout comme Richmond avait un criminel en série attaquant des femmes chez elle en 1987, le comté d'Arlington avait son propre maniaque en 1983 et 1984.
Tout a commencé à Arlington en juin 1983 avec l'enlèvement et l'agression d'une femme dans le quartier de Green Valley du comté par un homme noir armé d'un couteau d'une vingtaine d'années, portant un masque fait maison. Au cours des 7 mois suivants, à mesure que ces attaques s'intensifiaient, il a enlevé des femmes dans leur voiture et est entré dans leurs maisons et appartements par des fenêtres non verrouillées. Il a attaqué et brutalement agressé 9 femmes. Il en a attaché certaines avec des cordes en nylon coupées de leur store vénitien. L'ancien procureur du comté d'Arlington, Allen Fahey, a déclaré « C'était une vague de crimes commises par une seule personne ». En janvier 1984, une femme d'Arlington est rentrée chez elle et a découvert des preuves d'une intrusion inquiétante. Les cordes de 16 stores vénitiens avaient été coupées et placées sur son lit. L'intrus avait quitté la maison, apparemment fatigué de l'attendre. 4 jours plus tard, Caroline Hamm a été retrouvée attachée et étranglée dans son garage. La police d'Arlington a arrêté David Vasquez et l'a accusé du meurtre de Caroline. Vasquez ne correspondait pas à la description donnée par les victimes d'autres crimes similaires dans la région, mais les délits ont cessé après son arrestation. Ce n'est qu'après le meurtre de Sue Tucker que les enquêteurs ont réalisé que le coupable de toutes les attaques n'était pas Vasquez et que l'homme inconnu avait pris une courte pause avant de continuer ses attaques à Richmond. Le détective Orgis a reçu un télégramme de la police de Richmond décrivant les étranglements identiques de Debbie Davis, Susan Helams et Diane Shaw. Après avoir partagé toutes les informations, les enquêteurs ont conclu que c'était le même homme responsable de tous les crimes, peut-être même du meurtre de Caroline Hamm. L'enquête s'est enlisée pendant des semaines agonisantes en attendant une avancée dans l'affaire avant que l'étrangleur ne puisse tuer à nouveau. Les enquêteurs ont analysé la chronologie des crimes. Beaucoup d'entre eux ont eu lieu entre 1983 et 1984, puis ont repris en 1987. Le FBI croyait que le coupable n'avait pas cessé d'attaquer de son propre gré. Il était probable qu'il avait été emprisonné pour un autre crime entre les meurtres de Caroline Hamm et de Debbie Davis. Pendant que les détectives réfléchissaient à de possibles suspects, l'un d'eux se souvenait de Tommy Spencer. C'était un adolescent arrêté pour volume au milieu des années 1970. Les enquêteurs ont découvert que Spencer avait été arrêté en janvier 1984 pour des cambriolages dans la ville voisine d'Alexandria et avait été libéré sous probation dans une maison de réinsertion à Richmond en 1987, juste avant que Debbie ne soit tuée. Les enquêteurs se sont rendus à la maison de réinsertion et ont découvert que Spencer signait ses sorties chaque nuit où un crime était commis. Il avait obtenu une permission pour se rendre à Arlington le jour où Sue Tucker avait été tuée. Les enquêteurs ont décidé de placer Spencer sous surveillance. Ils voulaient le prendre sur le fait en train de faire quelque chose d'incriminant. Pendant 2 semaines, des policiers en civil de Richmond ont observé Spencer commettre des violations de sa probation, comme passer la nuit chez sa petite amie. Ils ont été intrigués de découvrir qu'il passait des heures au centre commercial Cloverleaf, qui avait des liens forts avec Debbie Davis, Susan Helams et Diane Shaw. Le 20 janvier 1988, des détectives d'Arlington et de Richmond ont arrêté Spencer et ont prélevé un échantillon de son sang. Sans témoin, sans empreinte digitale, ni aucune autre preuve directe reliant Spencer au crime, les autorités devaient se fier à une nouvelle méthode de science médico-légale appelée empreinte génétique de l'ADN. À ce stade, elle n'avait été utilisée que dans une affaire froide au Royaume-Uni et jamais auparavant aux États-Unis. C'était dans l'affaire de Linda Mann et Dawn Ashworth. Il faudrait plus de 6 semaines, mais un laboratoire privé à New York signalerait que l'ADN de Spencer correspondait à l'ADN masculin trouvé sur les scènes de crime de Debbie Davis, de la doctoresse Susan Helams, de Sue Tucker et des victimes d'agressions à Arlington et Richmond. Timothy Spencer était l'homme devenu connu sous le nom de l'étrangleur de Southside. Il a été jugé en juillet 1988. Après un procès de 6 jours, il a été déclaré coupable. C'était la première condamnation basée sur des preuves ADN aux États-Unis. Spencer a reçu plusieurs peines de prison à perpétuité. Qu'en est-il de Caroline Hamm et de David Vasquez? Pourquoi Vasquez a-t-il été déclaré coupable du crime s'il ne correspondait pas à la description donnée par les victimes d'autres crimes dans la région? David Vasquez est devenu suspect dans cette affaire parce que Caroline s'était plainte qu'il la regardait pendant qu'elle prenait le soleil la semaine précédant son meurtre. Avec son faible QI, il était facile pour les enquêteurs d'obtenir une fausse confession de sa part. Ils lui ont révélé tous les détails et il les a répétés comme un perroquet.
Après que l'ADN ait lié Timothy Spencer à tous les autres crimes, les enquêteurs doutaient sérieusement que Vasquez soit impliqué. Bientôt, l'ADN l'a également prouvé et David a été libéré. David est devenu la première personne aux États-Unis à être exonérée grâce à l'ADN. Peu avant 11 h du soir, le mercredi 27 avril 1994, Timothy Wilson Spencer a été attaché à la robuste chaise électrique en chêne de Virginie, surnommée Old Sparky, au centre correctionnel de Greensville, et a été exécuté, mettant enfin fin à la terrible vague de crimes. Catherine Louise Martin est née le 25 octobre 1959. Sa famille et ses amis l'appelaient Cathy. Cathy a rencontré Mike Odom au lycée lorsqu'ils avaient tous deux 16 ans. Ils sont sortis ensemble pendant un certain temps, puis ont décidé de se marier. Avant de pouvoir se marier, Mike a été arrêté pour avoir vendu de l'héroïne à un agent infiltré. Il a été condamné à 6 ans de prison pour ce crime, mais n'a purgé que 2 ans. Cathy a dit à sa famille qu'elle était déterminée à l'épouser dès sa libération. 2 ans plus tard, lorsqu'il a été libéré, ils se sont mariés. Cathy et Mike ont eu 2 enfants ensemble, Tasha et Sean, et vivaient dans le comté de Harris, au Texas. Le père de Cathy, Frankie Martin, a décidé d'offrir un emploi à Mike dans son entreprise de panneaux. Cathy faisait tout son possible pour que le mariage fonctionne et était décrite comme une mère aimante qui ferait n'importe quoi pour ses enfants. La nuit du 3 mars 1987, Mike a tenté de contacter Cathy. Il était en déplacement pour le travail et s'est alarmé de ne pas obtenir de réponse, car Cathy était supposée être à la maison avec les enfants. Mike a appelé son voisin d'à côté et lui a demandé de vérifier que Cathy et les enfants allèrent bien. Le voisin a frappé à la porte, mais n'a obtenu aucune réponse. Il a regardé par les fenêtres et a vu que la télévision était allumée. Au lieu d'appeler la police, le voisin a conduit jusqu'à la ville, a trouvé un policier et est retourné à la maison des Odom avec lui. L'agent a trouvé la porte d'entrée déverrouillée. Il est entré dans la maison et a trouvé Tasha, 4 ans, inconsciente et gravement blessée sur le canapé du salon, mais heureusement encore en vie. Sean, 2 mois, a été trouvé indemne dans sa chambre. Dans la chambre de Cathy et Mike, l'agent a trouvé le corps nu et ensanglanté de Cathy. Elle avait été brutalement battue et poignardée plus de 16 fois. Elle avait également été étranglée, agressée, et ses poignets étaient attachés avec le câble d'une lampe. Les agents craignaient que le responsable ne revienne pour finir le travail avec Tasha. Tasha et Sean ont été transportés à l'hôpital et il a été ordonné qu'ils ne soient pas laissés seuls. Le père de Cathy, Frankie, est arrivé sur les lieux du crime et on lui a dit de se rendre à l'hôpital pour être avec ses petits-enfants. Pendant qu'il était à l'hôpital, Frankie a appris ce qui était arrivé à sa fille en regardant les nouvelles à la télévision. Pendant ce temps, de retour à la maison, Mike est finalement arrivé. Les policiers ont prêté une attention particulière à son apparence. L'un des agents a remarqué que Mike avait plusieurs taches rouges sur sa chemise qui semblaient être du sang. Une inspection de la maison des Odom a révélé du sang dans la salle de bain, suggérant que le coupable, peut-être Mike, avait tenté de se nettoyer avant de partir. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Toutes les portes étaient fermées à clé, sauf la porte d'entrée, ce qui indiquait que Cathy connaissait la personne qui lui avait ôté la vie. Le fait qu'elle ait été poignardée autant de fois indiquait également aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un crime personnel. Les vêtements de Cathy, soigneusement pliés sur le sol, en disaient long sur ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que le coupable avait attaqué Tasha pour obtenir ce qu'il voulait de Cathy. De retour à l'hôpital, Tasha était dans un état critique, dans le coma, et dépendante d'une perfusion intraveineuse pendant que les médecins travaillaient pour sauver sa vie. Les enquêteurs se sont concentrés sur son père, Mike Odom. Bien qu'il paraissait émotif et angoissé, les enquêteurs avaient des doutes sur lui dès le début. Ils ont découvert que Mike n'était pas rentré directement chez lui après le travail comme il l'avait dit, mais qu'il était sorti avec des amis. Pour les enquêteurs, cela ressemblait à eux qu'ils avaient déjà vu, une personne qui organise un meurtre en se trouvant dans un endroit différent, puis appelle quelqu'un d'autre pour vérifier la victime. Les vêtements de Mike ont été envoyés au laboratoire médico-légal pour analyse. Ce n'était pas tout. Ils ont également trouvé des taches étranges sur le sol de la voiture du voisin, Tim Robinson. Il était clair pour les enquêteurs que Tim et Mike avaient mis en œuvre un plan pour tuer Cathy.
peut-être que Mike consommait de nouveau de la drogue et cherchait à toucher l'argent de l'assurance. Mais bientôt, il y a eu un rebondissement dans l'affaire. Le médecin légiste a estimé que Cathy avait été tuée environ 6 heures avant que son corps ne soit découvert, soit vers 1 heure de l'après-midi. Mike et Tim ont tous deux affirmé être au travail à ce moment-là. Pendant que les enquêteurs vérifièrent leurs alibis, un témoin s'est présenté. C'était Tasha Odom, 4 ans, qui était sortie de son coma et avait dit aux enquêteurs qu'elle se souvenait avoir vu un homme entrer dans la maison. Tasha a dit que l'homme avait les cheveux jaunes, mais ni Mike Odom ni Tim Robinson n'avaient les cheveux blonds. Malheureusement, la couleur des cheveux de l'homme était tout ce que Tasha pouvait se rappeler. Lorsque les résultats des tests médico-légaux sont arrivés, ils ont montré que les taches dans la voiture de Tim étaient de l'huile moteur et les taches sur la chemise de Mike étaient de la peinture. De plus, les collègues de travail ont fourni des alibis solides pour les deux hommes et ils ont tous deux réussi les tests au détecteur de mensonges. Ils ont été écartés comme suspects et les enquêteurs ont pu se concentrer sur la personne suivante. La personne suivante n'a pas été difficile à trouver. Cathy avait une sœur nommée Shelly Martin, mariée à Greg Marquardt. Ils s'étaient rencontrés grâce à Mike. Greg et Mike avaient été amis proches dans le milieu de la drogue. Comme Cathy, Shelly avait également 16 ans lorsqu'elle a rencontré l'homme qu'elle épouserait. Greg avait 25 ans à l'époque, ce qui aurait déjà dû être un signal d'alarme. Greg et Shelly se sont mariés en 1983. Peu de temps après, Shelly et Cathy sont devenus accros, tout comme Greg et Mike. Greg et Shelly étaient connus pour voler de l'argent à leurs parents. Greg avait été élevé par une tante et un oncle riche, et la tante remboursait l'argent aux Martin qui avaient accepté de ne pas porter plainte. Alors que Mike et Cathy avaient redressé leur vie, Greg et Shelly ne l'avaient pas fait. Ils entraient et sortirent souvent de prison. Peu de temps avant le meurtre de Cathy, elle avait dit à une amie que Greg et Shelly étaient récemment venus chez elle et que, pendant que Shelly était dans une autre pièce avec le bébé, Greg avait tenté de la séduire, ce qu'elle avait bien sûr refusé. Lors de son interrogatoire, Greg a affirmé que la nuit du crime, lorsqu'il n'était pas avec sa femme, il était avec un homme nommé Hampton Robinson III. De manière anecdotique mais intéressante, Robinson était un ami de Charles Harrelson, le père de l'acteur Woody Harrelson, et en 1982, il avait été condamné pour le meurtre d'un juge. En fait, Robinson avait témoigné contre Harrelson lors de son procès. Il y avait des preuves accablantes de la présence de Greg dans la maison. On a trouvé ses empreintes digitales et ses cheveux partout sur la scène du crime. Il n'y avait qu'un problème. En tant que membre de la famille qui avait été dans la maison de nombreuses fois, cela ne prouvait rien. Les parents de Cathy ont dit aux enquêteurs qu'ils croyaient que Greg était le coupable. Frankie a déclaré que 2 jours après le meurtre de Cathy, il avait reçu un appel en pleine nuit de l'hôpital où Tasha était soignée, disant que Shelly et Greg étaient venus lui rendre visite. Frankie leur a dit de ne pas les laisser entrer, d'abord parce qu'il soupçonnait Greg et aussi parce que personne n'avait de raison d'être là à 3 heures du matin, surtout eux. La grand-mère de Tasha, Charlène Martin, qui était à l'hôpital, se souvenait de ce qui s'était passé lorsque Tasha avait vu Greg. Elle avait eu très peur et Greg avait été prié de partir. Les enquêteurs ont demandé à Tasha si c'était son oncle Greg qu'elle avait vu dans la maison avec Cathy le jour de l'attaque. Malheureusement, elle ne pouvait pas se rappeler. Les enquêteurs ont essayé de nombreuses techniques, mais à cause de sa blessure à la tête, elle ne pouvait se souvenir de rien. Bien que Greg niait toute implication lorsqu'il parlait aux enquêteurs, il a étonnamment été ouvert sur son attirance pour Cathy, en particulier pour une partie de son corps. Greg avait une fixation sur le ventre de Cathy, quelque chose de si évident que Cathy l'avait même mentionné à ses amis. Curieusement, Cathy avait été poignardée principalement au ventre. À un moment donné pendant l'entretien, Greg a demandé à sortir pour mettre plus d'argent dans un parc-mètre et n'est jamais revenu. Il a également refusé de passer un test au détecteur de mensonges. Les enquêteurs ont décidé d'examiner son alibi. Shelly a dit que Greg l'avait emmené à l'école à 10h30 le jour du crime et l'avait récupéré à 2h30. Cette fenêtre de 4 heures était plus que suffisante pour que Greg commette le crime et comme vous vous en souvenez, le médecin légiste avait déterminé que Cathy avait été tuée vers 1h de l'après-midi ce jour-là. Bien que Cathy ait été agressée, ce crime s'est produit des années avant que l'ADN ne soit largement utilisé dans les enquêtes sur les affaires classées. À l'époque, ils utilisaient la sérologie, essentiellement la détermination des groupes sanguins. C'était très difficile à faire et il fallait un échantillon très grand. Pourtant, on n'obtenait qu'un type de sang, ce qui n'était pas très concluant.
Le groupe sanguin des preuves recueillies sur le corps de Cathy correspondait au groupe sanguin de Greg Marquardt. Il était du groupe O, tout comme le coupable. Environ 50% de la population a le même groupe sanguin, CE, qui ne disait donc pas grand-chose aux enquêteurs. Sans plus de preuves, l'affaire s'est malheureusement refroidie pendant un certain temps. Pour Frankie, il était particulièrement difficile de croire que l'homme qui avait tué sa fille était marié à son autre fille. En 1998, une équipe spécialisée dans les affaires classées a été formée et l'une des premières affaires qu'ils ont réexaminées était celle de Cathy Odom. À cette époque, les tests ADN étaient suffisamment fiables pour générer un profil ADN à partir des preuves biologiques dans l'affaire de Cathy. Les tests ont montré que Greg Marquardt faisait partie des 2% de la population générale qui aurait pu être le coupable. Ce n'était toujours pas concluant, mais bien mieux que les 50%. Greg a rapidement inventé une explication pour les enquêteurs. Il a affirmé qu'il avait une liaison consensuelle avec Cathy. Il a dit qu'il était avec elle le matin où elle avait été tuée et a insisté sur le fait qu'elle était en vie quand il est parti. Greg n'a pas été arrêté à ce moment-là parce que, bien que les enquêteurs ne le croyaient pas, il craignait de ne pas avoir suffisamment de preuves pour obtenir une condamnation. Il devait prouver qu'il était présent lors du crime. Les enquêteurs ont contacté Catherine Long, qui travaillait pour Orchid Cellmark, un laboratoire médico-légal privé à Dallas, au Texas. Catherine a proposé une stratégie inhabituelle pour essayer de résoudre le meurtre de Cathy. Elle et ses collègues se sont étranglés les uns les autres. Permettez-moi d'expliquer. Ils voulaient déterminer si un coupable déposerait des cellules de peau en étranglant une victime. Ils ont découvert qu'il y avait effectivement un transfert significatif de cellules de peau du coupable à la victime. Les enquêteurs devaient trouver quelque chose dans le dossier de preuve de Cathy contenant des cellules de peau du coupable. Ils ont décidé de tester le câble électrique utilisé pour attacher les mains de Cathy. Avec une chance incroyable, le câble avait été conservé dans un sac en papier et non dans un sac en plastique. Le sac en papier permet la respirabilité, donc il n'y a pas d'humidité sur l'article à l'intérieur et il reste sec, ce qui préserve l'ADN plus longtemps que dans un sac en plastique. Le câble était couvert de sang. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons du câble pour obtenir toutes les preuves possibles. Les tests ont révélé 2 profils génétiques, celui de Cathy Odom et celui de Greg Marquardt. La seule façon pour l'ADN de Marquardt d'être sur le câble était qu'il soit effectivement le coupable. Enfin, le 18 décembre 2002, Greg Marquardt a été arrêté et accusé du meurtre de Cathy. Pendant qu'il était en prison, Marquardt a avoué à un codétenu. Il a dit qu'il était drogué à l'héroïne lorsqu'il a conduit jusqu'à la maison de Cathy ce jour-là. Une fois à l'intérieur, il a fait des avances qu'elle a rejetées. Pour la forcer à obtempérer, il a frappé Tasha à plusieurs reprises dans la tête, puis a menacé de tuer Sean également. Pour sauver la vie de ses enfants, Cathy a dû obéir. Avec un couteau de la cuisine, Marquardt a coupé le câble électrique de la lampe et a attaché les mains de Cathy. Après l'avoir agressée, il l'a tuée. Ensuite, il s'est nettoyé dans la salle de bain et a enfilé les vêtements de Mike Odom. Il ignorait que les avancées technologiques en matière d'ADN permettraient de l'identifier comme le coupable 15 ans plus tard. 6 mois après son arrestation, la tante riche de Greg est décédée, lui laissant des centaines de milliers de dollars et une part de la propriété de sa maison. Les Martin ont décidé de déposer une plainte contre lui, ce qui a bloqué l'héritage et l'a empêché d'utiliser ses fonds pour sa défense. En 2004, Greg Marquardt a plaidé coupable et a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation portés contre lui. En juillet de la même année, il a été condamné à 45 ans de prison. Il est décédé d'une maladie du foie après avoir purgé 4 ans de sa peine en 2008. Il avait 56 ans. Le sergent Roger Wadsworth a déclaré « Cela n'aurait pas pu arriver à un type mieux. Shelley et ses parents ont perdu le contact après le crime. Elle a pris le parti de Marquardt, tandis qu'il croyait qu'il était responsable. On dit que pendant longtemps, Shelley a continué à soutenir Marquardt et à croire en son innocence. Quelques années après le crime, les Martin ont déménagé en Oklahoma. Quelques années plus tard, Shelley a également déménagé en Oklahoma pour être près de ses parents, ce qui indique qu'ils se sont probablement réconciliés. Le père de Cathy, Frankie, a dit « Cela ne ramène pas Cathy. Je me souviendrai toujours d'elle, de la maison qu'elle a construite et des choses que nous avons faites. Il est toujours difficile de perdre un enfant. »
Reina Lynn Ricin est née le 6 mai 1976 à La Porte, dans l'Indiana. Elle vivait avec ses parents, Ben et Karen Ricin. Elle avait une sœur aînée, Lori, et une sœur cadette, Wendy. En 1993, Reina, âgée de 16 ans, était décrite comme une bonne élève et aspirait à une carrière de vétérinaire en raison de sa profonde compassion pour les animaux. En plus d'être élève en deuxième année à La Porte High School, Reina travaillait à 3 emplois. Elle travaillait à l'hôpital pour animaux où elle promenait les chiens et nettoyait les cages. Le vendredi 26 mars 1993, Reina devait fermer l'hôpital pour animaux après un court service de 4 heures de l'après-midi à 6 heures de l'après-midi. Reina et son ex-petite amie, Matt Elser, prévoyaient de passer la soirée ensemble et elle était impatiente de le revoir. Ils avaient récemment rompu leur relation et ce rendez-vous était une étape vers une possible réconciliation. Tout comme Reina, Matt venait d'une bonne famille et était considéré comme un jeune homme respectable, le genre de personne avec qui tout parent serait heureux de voir sortir sa fille. Matt est arrivé à l'hôpital pour animaux à 6 heures de l'après-midi pour récupérer Reina. Après avoir attendu un moment, il est sorti de sa voiture et s'est dirigé vers la porte principale, où il a constaté que toutes les lumières étaient éteintes et que la porte était fermée. Matt a vu que la voiture de Reina n'était pas sur le parking, alors il a conduit jusqu'à chez elle pour voir si elle s'y trouvait. Le père de Reina, Ben, a dit à Matt qu'elle n'était pas revenue à la maison depuis qu'elle était partie pour son service à l'hôpital pour animaux. Sa famille a supposé qu'elle était en rendez-vous avec Matt, mais maintenant ils étaient inquiets. Il n'était pas dans les habitudes de Reina de ne pas dire à sa famille où elle se trouvait. Les parents de Reina, sa sœur cadette Wendy et Matt ont attendu à la maison le retour de Reina. Quand Reina n'était toujours pas revenue à 10h30 du soir, sa famille s'est rendue au commissariat pour signaler sa disparition. La police ne pouvait enregistrer un rapport de personnes disparues qu'après avoir attendu 24 heures. Ben leur a donné une photo de Reina et leur a demandé de rester vigilants, car il n'était pas dans les habitudes de Reina de disparaître sans prévenir. Sa famille a commencé à la chercher. Ils ont essayé de contacter ses connaissances, mais personne ne savait où elle pouvait être. Ils ont également distribué des tracts de personnes disparues dans la région, dans l'espoir que quelqu'un se présente avec des informations précieuses. Lorsque la police s'est impliquée, ils ont lancé un appel public pour obtenir toute information pouvant mener à la localisation de Reina. Immédiatement, plusieurs témoins se sont présentés en disant que peu avant 6 heures de l'après-midi, ils avaient vu une berline garée devant l'hôpital pour animaux où travaillait Reina. Plusieurs témoins ont dit avoir vu 2 hommes dans la berline avec Reina et il semblait qu'elle se disputait avec eux. Les témoins ont d'abord ignoré cela, pensant qu'il s'agissait simplement d'une querelle de couple. Matt Elser a été interrogé par les enquêteurs. Il a maintenu son histoire sur le fait d'avoir attendu Reina et découvert qu'elle n'était pas à l'hôpital pour animaux. La police a appris que Matt avait voulu faire une pause dans leur relation. Ils avaient pris une pause, mais récemment s'étaient réconciliés. Leur rendez-vous de cette nuit-là devait être très spécial et tous deux l'attendaient avec impatience. Matt savait que quelque chose de grave devait être arrivé pour que Reina ne se présente pas. Les parents de Reina ont assuré aux autorités que Matt était un jeune homme bon et fiable. Ils ont également souligné que sa voiture n'était pas celle que les témoins avaient vue, ceux qui l'exonéraient de tout crime. La voiture de Reina a été retrouvée la nuit après sa disparition, non loin de l'hôpital pour animaux. Le capot de la voiture était levé, donnant l'impression qu'elle avait pu avoir des problèmes avec la voiture. Les agents ont pu démarrer la voiture facilement avec ses clés, qui étaient encore dans le contact lorsqu'ils sont arrivés. Il semblait que la panne de la voiture avait été simulée. De plus, les agents ont vu que le sac à main de Reina était encore dans sa voiture, contenant son portefeuille et ses cartes de crédit. Tout son argent était également dans la voiture, ce qui signifiait que ce n'était certainement pas un volume. Une bague d'homme a été trouvée dans la boîte à gants de la voiture de Reina. Ils l'ont montrée à Matt Elser, qui a dit que ce n'était pas sa bague. Il a identifié la bague comme appartenant à Jason Tibbs. Jason était l'ex-petit ami de Reina. Ils étaient sortis ensemble en 7e année et avaient rompu après environ 8 mois de relation. Il avait des antécédents criminels et avait abandonné l'école. La police a décidé d'interroger Jason Tibbs, 16 ans. Il a admis que la bague en question était bien la sienne et a demandé où elle avait été trouvée. Lorsque les agents lui ont dit qu'elle avait été découverte dans la voiture de Reina, il a affirmé qu'ils étaient toujours amis et qu'il avait fait quelques travaux sur la voiture et avait dû oublier sa bague dans la boîte à gants. Jason a dit qu'il avait enlevé la bague pour la protéger de la saleté et de la graisse pendant qu'il travaillait sur la voiture.
Les habitants ont confirmé que Jason était un excellent mécanicien. Il semblait plausible que Rayna l'ait contacté si elle avait des problèmes avec la voiture. Les enquêteurs lui ont demandé où il se trouvait la nuit de la disparition. Jason a affirmé qu'il jouait à un jeu de chasse au renard. La chasse au renard est un jeu de cache-cache, mais joué en voiture. Les amis partagent leurs emplacements par radio sans fil et essaient de se chasser les uns les autres. Ses amis ont confirmé qu'ils avaient joué à la chasse au renard cette nuit-là, mais personne n'avait vu Jason. Le père de Rayna a confirmé que Rayna et Jason étaient amis, donc la bague semblait être une impasse. L'affaire de Rayna a commencé à refroidir jusqu'à ce que la police fasse une découverte. La veste de Matt a été retrouvée par un shérif du comté de La Porte. Rayna avait été vue pour la dernière fois avec la veste que Matt lui avait donnée pour qu'elle la porte. Cela signifiait qu'ils étaient ensemble. La veste a été trouvée à environ 9 ou 11 km et demi de l'endroit où sa voiture avait été retrouvée. La veste avait été placée là après la recherche initiale de la police. Malheureusement, la veste n'a produit aucune autre piste ni preuve. Le 26 avril 1993, un mois après la dernière fois que Rayna avait été vue, un pêcheur et sa fille adolescente étaient près d'un étang sur Range Road, au nord de La Porte, dans l'Indiana. La fille se promenait lorsqu'elle a vu une paire de jambes humaines dans l'eau. Elle a crié à son père de venir voir. Il s'est approché et a déterminé qu'il s'agissait du corps d'une femme dans l'eau. 2 troncs d'arbres étaient placés au-dessus de son corps. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont remarqué que la femme inconnue portait les mêmes vêtements que Rayna portait la dernière fois qu'elle avait été vue avant de disparaître. Malgré l'état avancé de décomposition du corps, il a été déterminé qu'il s'agissait de Rayna Rissin. Ce n'était plus une affaire de personnes disparues. Aucune blessure évidente ni signe de traumatisme significatif n'ont été trouvés sur son corps. Par la suite, lors de l'autopsie, il a été conclu que Rayna avait été étranglée. Avec cette découverte, les enquêteurs ont de nouveau interrogé Jason Tibbs pour voir s'il savait quelque chose. Il leur a parlé de Ray McCarthy. Ray était marié à la sœur aînée de Rayna, Lori Rissin. Ray avait agressé et engrossé Rayna lorsqu'elle avait 11 ans et avait été emprisonnée pour ce crime. Sa liberté conditionnelle avait pris fin seulement 2 mois avant la disparition de Rayna. On aurait pu penser que Lori Rissin aurait divorcé de Ray pour ce qu'il avait fait, mais non, ils étaient toujours mariés. Clairement, il avait un motif et était dangereux, avec un casier judiciaire dirigé contre Rayna. Les enquêteurs ont visité la maison de Ray et Lori. Le couple leur a dit qu'aucun des deux n'avait vu Rayna le jour de sa disparition. Ray a déclaré qu'il était occupé à tirer sur les pigeons dans la ferme d'un ami cette nuit-là. Les détectives ont appelé l'ami, qui a confirmé que Ray était avec lui cette nuit-là. Quelque chose ne collait pas pour les enquêteurs, alors ils ont reparlé à Ray. Ray leur a parlé seul et leur a dit qu'il avait vu Rayna la nuit de sa disparition. Il a dit qu'il cherchait des maisons le 26 mars 1993. Vers 5h40 de l'après-midi, il regardait par la fenêtre d'une maison lorsqu'il a vu l'hôpital pour animaux. Il a affirmé qu'il avait brièvement vu Rayna sur le parking de l'hôpital pour animaux et lui avait demandé si elle savait où se trouvait Lori. Puis il est parti et a pris une autostoppeuse cette nuit-là. Ray a affirmé que l'autostoppeuse était la raison pour laquelle il ne voulait pas admettre avoir vu Rayna au départ, car elle ne lui faisait pas entièrement confiance après ce qu'il avait fait à sa sœur. Ray McCarthy est devenu le principal suspect à ce moment-là, mais il n'y avait aucune preuve physique le reliant au crime et l'affaire s'est refroidie. Malheureusement, l'affaire est restée froide pendant près de 18 mois. C'est alors que la police d'État de l'Indiana a arrêté une camionnette conduite par Larry Hall. Hall voyageait dans tout le Midwest pour des reconstitutions de la guerre civile et de la guerre d'indépendance. Sa camionnette ressemblait à celle utilisée lors d'une tentative de kidnapping. La police a examiné la camionnette et a découvert plusieurs articles liés à l'affaire Rayna. Dans sa camionnette, il avait des coupures de journaux sur Rayna et un flacon de prescription médicale au nom de Rissin. Larry a affirmé que c'était lui qui avait kidnappé et tué Rayna. Il a ensuite été arrêté. Les détectives ont enquêté sur ses mouvements la nuit de la disparition et ont découvert qu'il était dans le Kentucky et que le flacon de prescription médicale était faux. Hall avait faussement avoué avoir kidnappé et tué environ 50 femmes de plus. Il semblait être le genre de personne à s'insérer dans toute enquête et à avouer. Larry Hall a été écarté en tant que suspect dans l'affaire Rayna. Cependant, il n'était pas complètement innocent. Il a été déclaré coupable d'avoir tué Jessica Roach, 15 ans. Je reviendrai brièvement sur l'affaire à la fin du texte pour ceux qui sont intéressés. En ce qui concerne l'affaire Rayna,
Elle est restée froide jusqu'en 1998. Les enquêteurs ne savaient plus quoi faire et ont décidé de revoir leurs suspects initiaux. Matt Elser, Jason Tibbs et Ray McCarthy. L'alibi de Matt était solide et les enquêteurs ne l'ont jamais considéré comme un suspect sérieux. L'histoire de Jason sur la chasse au renard n'était pas si solide parce que personne ne l'avait vraiment vu, mais il semblait être en bons termes avec Rayna. Ray, d'autre part, avait menti sur son alibi au début et était définitivement une personne horrible, donc les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur lui. Ils ont obtenu un mandat pour perquisitionner la propriété de Ray. À l'intérieur de sa maison, les enquêteurs ont trouvé 2 pistolets et un pistolet paralysant. Ils ont également découvert du sang dans le coffre de sa voiture, mais n'ont pas pu en déterminer l'origine. Ray McCarthy a été arrêté en mai 1998. Il a attendu en prison pendant 15 mois, pendant que la police continuait à monter son dossier contre lui. Pendant que Ray était en prison, un nouveau procureur a été nommé. Il était chasseur et a conclu que le sang appartenait à un cerf. Le procureur a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves le liant au crime et ils ont été obligés de le libérer à nouveau. Il a été libéré après 1 an de prison. Au cours des 9 années suivantes, l'affaire a de nouveau été classée comme une affaire froide. Malheureusement, en 2008, la police a reçu un indice qui rouvrirait complètement l'affaire. Ils ont reçu une lettre d'un détenu purgeant une peine de 44 ans. Son nom est Ricky Hammonds. Il a demandé à parler aux enquêteurs. Ricky était en prison parce qu'il avait tué son colocataire. Ricky a dit qu'il avait décidé de se manifester après avoir pensé à sa nièce. Il a dit qu'il voudrait que quelqu'un se manifeste si quelque chose lui arrivait. Voici ce qu'il avait à dire. En 1993, alors qu'il avait 14 ans, il était sur le toit d'une grange près de la maison de ses parents en train de fumer de la marijuana. Il a entendu une voiture entrer dans la grange. Ricky a vu le petit ami de sa sœur, Eric Feldman, et Jason Tibbs. Ils ont ouvert le coffre de la berline de sa sœur et Ricky a vu un corps recouvert d'une couverture. Ricky pouvait encore distinguer la partie supérieure de la victime. C'était une femme qui portait une veste Letterman. Il ne savait pas que c'était Rayna, mais quelques jours plus tard, lorsque le visage de Rayna est apparu dans les médias, il a réalisé de qui il s'agissait. Ricky a dit qu'il avait eu peur de se manifester en 1993 parce qu'il craignait d'avoir des ennuis pour avoir fumé de la marijuana. La police a localisé Eric Feldman en Caroline du Sud. Il était visiblement nerveux, ne voulait pas parler avec eux et a refusé toutes les interviews. Les enquêteurs lui ont dit qu'il ne ferait face à aucune conséquence s'il leur racontait exactement ce qui était arrivé à Rayna. Il a accepté l'accord et leur a tout raconté. Eric a dit que lui et Jason conduisirent la berline de sa petite amie lorsqu'ils sont passés devant l'hôpital pour animaux le 26 mars 1993. Jason voulait que Rayna quitte Matt et revienne avec lui. Quand elle est sortie de l'hôpital pour animaux, il l'a appelée. Elle ne voulait clairement pas lui parler. Avant qu'elle ne puisse crier, il l'a poussée dans la voiture et a dit à Eric de partir rapidement. Quelques minutes plus tard, Eric a arrêté la voiture et Rayna a tenté de s'enfuir. Jason l'a poursuivi et a dit « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra ». Puis il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Jason et Eric ont chargé le corps de Rayna dans le coffre et ont conduit jusqu'à la grange où Ricky les a vus. Après beaucoup de délibération, Eric et Jason ont décidé de placer le corps de Rayna dans l'étang et de le lester avec des troncs. Eric a conduit Jason de retour à la clinique pour récupérer la voiture de Rayna. Jason a abandonné la voiture et a également jeté la veste de Matt. En août 2013, Jason Tibbs, 38 ans, a été arrêté et accusé d'avoir enlevé la vie à Rayna Ricine. 20 ans s'étaient écoulés depuis que Rayna avait perdu la vie. Son procès a commencé à la fin de 2013. La défense a soutenu que Ricky n'était pas un témoin fiable, car il était lycéen à l'époque et avait attendu 15 ans pour dire la vérité. Pour s'assurer qu'Eric Feldman témoignait honnêtement au procès, on lui a accordé l'immunité judiciaire. Après un long procès qui a duré jusqu'en décembre 2014, Jason Tibbs a été reconnu coupable. Il a été condamné à 40 ans de prison, dont 20 qu'il purgerait en liberté conditionnelle. À l'extérieur de la salle d'audience, la famille de Rayna pleurait, s'embrassaient et serraient le procureur dans leurs bras. La famille Ricine a obtenu une forme de justice, mais la fille qu'ils ont perdue dans un crime passionnel ne reviendra jamais. Tibbs affirme toujours qu'il est innocent et que Ray McCarthy est responsable de ce qui est arrivé à Rayna. Tibbs a fait de nombreux appels devant la Cour suprême de l'Indiana après avoir été rejeté par la Cour d'appel de l'État.
Le 8 septembre 2016, la Cour d'appel de l'Indiana a rejeté une demande de nouveau procès de Jason Tibbs. Aussi récemment qu'en 2018, ses avocats ont déclaré publiquement qu'ils se battaient toujours pour son innocence. Reina avait 16 ans et avait toute sa vie devant elle. Elle était enfin heureuse à nouveau quand elle et Matt se sont réconciliés. Malheureusement, il semble qu'elle était entourée de personnes terribles qui l'ont déçue. Comme promis, je vais passer en revue certains détails de l'affaire Jessica Roach. Jessica Roach, 15 ans, vivait à Georgetown, dans l'Illinois, en 1993. Elle rêvait de devenir pilote un jour. Le 20 septembre 1993, Jessica Roach est sortie faire un tour à vélo. La tragédie s'est produite lorsque la sœur de Jessica a trouvé le vélo abandonné sur la route, mais Jessica était introuvable. Sa sœur a alerté leur père, qui a contacté la police, mais Jessica ne serait plus jamais vue vivante. 6 semaines après sa disparition, ses restes ont été découverts à Perrysville, dans l'Indiana, près de la frontière de l'État. Son corps a été trouvé par un fermier qui l'a découvert en utilisant sa moissonneuse-batteuse. Le corps de Jessica montrait des signes d'être là depuis un certain temps. En raison de l'état de ses restes, il a été difficile pour les enquêteurs de déterminer quand, comment ou où elle avait perdu la vie. La police a trouvé le suspect Larry Hall environ 1 an plus tard, lorsqu'il a commencé à suivre un couple de filles. Les filles l'ont signalé à la police et ont fourni aux enquêteurs le numéro de plaque de la voiture de Hall. Lorsqu'il a été amené à la police pour être interrogé et qu'on lui a montré une photo de Jessica, Hall s'est apparemment effondré et s'est couvert le visage avant de nier l'avoir jamais vue. Finalement, une confession a été obtenue, Hall disant à la police qu'il l'avait attachée, mais qu'il ne se souvenait pas avec quoi il l'avait attachée. Ensuite, il a dit qu'il lui avait enlevé ses vêtements, l'avait agressé et étranglé contre un arbre avec sa ceinture. Hall a également fourni des descriptions vagues d'autres jeunes filles qu'il avait abusées. « J'ai pris plusieurs filles dans d'autres régions, mais je ne me souviens pas lesquelles j'ai blessées », a-t-il dit à la police. Les enquêteurs ont déterminé qu'il avouait faussement de nombreux crimes, mais qu'il avait vraiment mis fin à la vie de Jessica. Hall a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est actuellement incarcéré dans une prison de sécurité moyenne en Caroline du Nord. Les proches de Jessica Roach ont organisé des événements caritatifs au fil des ans en sa mémoire et, en 2015, ils ont créé une bourse en son nom.